Bonjour à tous. Donc moi je ne suis pas de nouvelle donne. Du coup, je vais me permettre de discuter, voire critiquer parfois, deux propositions de nouvelle donne qui me semblent en lien avec le sujet. Donc le refront d'abord, avec la question de réduction du temps de travail, réduction du temps d'emploi, pour être plus précis, avec donc, la proposition des semaines de 4 jours. Je vais essayer aussi, après avoir discuté, posé des questions sur ces deux propositions, de formuler deux propositions, alors l'une alternative et l'autre complémentaire. Donc, la proposition alternative, c'est le revenu inconditionnel, qui fait l'objet du livre, je ne sais pas si vous avez dit, il y avait un livre, qui fait l'objet du livre. Et l'autre proposition, complémentaire cette fois, c'est le droit au temps partiel choisi. Droit inconditionnel au temps partiel choisi. Alors, du coup, sur le refront. Alors, du coup, peut-être que tout le monde n'est pas clair sur cette proposition. Alors, je vais donner quelques éléments sur cette proposition, sachant que j'imagine que Jean-Marie en parlera bien mieux que moi. Il s'agit, pour ce que j'en ai retenu, par sous ton contrôle, il s'agit donc de créer une monnaie complémentaire au niveau national, le refront, et de la créer par création monétaire et de la distribuer de manière égale à tous les majeurs en France. Donc, pour un montant égal à 150 équivalents euros de refront par mois. Alors j'ai deux critiques, et critiques interrogation par rapport à cette refront. Donc, soyons clairs, il ne s'agit pas, je ne vais pas dire que le refront c'est nul. Ce que je dis, c'est pourquoi s'arrêter à l'euro. Pourquoi se contenter de l'euro. Alors, vous pouvez avoir bien mieux avec un revenu conditionnel, de mon point de vue, bien sûr. Donc, deux critiques, interrogations. Une première sur le montant et une deuxième sur les modalités de financement qui sont proposées. Donc, d'abord sur le montant, 150 euros, de mon point de vue, donc 150 euros par mois, par majeur, ça me semble trop faible. 150 euros, ça me semble trop faible. Et d'ailleurs, c'est un des documents que j'ai pu lire de Nouvelle Donne, il est question de mini revenu inconditionnel. Pourquoi se contenter d'un mini revenu inconditionnel? Pourquoi militer pour un revenu inconditionnel suffisant? J'insiste sur ce suffisant parce que d'ordinaire, c'est ce qui permet de faire la distinction entre les propositions libérales de droite du revenu inconditionnel et les propositions de gauche. Les propositions de droite libérale proposent des revenus inconditionnels insuffisants, volontairement. Les propositions de gauche proposent généralement un revenu inconditionnel de montant suffisant. Alors, je ne veux pas faire de faux fossé, je me doute bien que l'objet de Nouvelle Donne, c'est pas de faire une proposition libérale. J'imagine. Je ne connais pas toutes les propositions de Nouvelle Donne, mais j'imagine que je ne trouverai pas la suppression du SMIC, que je ne trouverai pas la suppression de l'ensemble de la protection sociale, comme le fait par exemple l'alternative libérale. Ça, j'en suis convaincu. Après, la question que je me pose, c'est quitte à ne pas faire une proposition droite, pourquoi ne pas oser faire une véritable proposition de gauche? Pourquoi ne pas faire un véritable revenu suffisant? Qu'est-ce que j'entends par suffisant maintenant? Suffisant, c'est trois choses pour commencer. Suffisant pour accéder aux biens et services essentiels. Je pense qu'avec 150 euros, on n'accède pas aux biens et services essentiels. Suffisant pour accéder aux biens et services essentiels. Deuxième chose, suffisant pour sortir de la pauvreté. Il y a des questions là, de cas de pauvreté. Le revenu inconditionnel tel que je le conçois doit être d'un montant au moins égal au seuil de pauvreté. Il doit permettre de sortir tout le monde de la pauvreté au sens monétaire du terme. Donc suffisant pour sortir de la pauvreté et suffisant, troisième élément, pour pouvoir se passer durablement d'emploi. Donc ça c'est quelque chose de particulièrement important quand on essaye de raisonner, enfin de penser la portée de transformation sociale de cette mesure. Donc suffisant pour pouvoir se passer durablement d'emploi. Suffisant à l'arrivée pour pouvoir refuser ou négocier un emploi. Pour pouvoir négocier la qualité de l'emploi. Quelles sont les tâches qu'on va réaliser? Est-ce qu'on peut véritablement réaliser ces tâches-là? À quelles conditions? Quelles conditions d'embauche? Quelles conditions de rémunération? Quel temps de travail? Quelles conditions de l'organisation du travail? Possibilité aussi de refuser. Donc refuser de servir, notamment. Il y a un exemple que je prends souvent, qui m'avait choqué l'année dernière, c'est anecdotique, hein, j'ai appris qu'il y avait un riche milliardaire spécialiste dans le golf
aux États-Unis qui avait un yacht, et sur son yacht, il aimait bien le basket, il avait fait construire un terrain de basket. Le problème quand on joue au basket sur un yacht, c'est que des fois, le ballon tombe. Du coup, il avait embauché quelqu'un dont le boulot était d'aller chercher le ballon quand il tombe. Je pense que ce type de boulot, il faudrait pouvoir refuser. Avec 150 €, ça n'est pas possible. Avec un revenu suffisant pour se passer durablement d'emploi, ça devient possible. Là, je prends un exemple comme ça, je pense que ce raisonnement-là, la possibilité de refuser de servir, il faudrait pouvoir l'appliquer à tous les boulots qu'on fait juste parce qu'on n'a pas le choix, qu'on fait sous la contrainte. Je pense notamment à tous les boulots de nettoyage. Alors, si on met de côté, je pense au boulot de domestique dans les services, ce qu'on appelle les services de confort. Pas les domiciles, mais les services de confort, la domesticité. Donc ça, c'est le type de boulot qui, à mon sens, devrait pouvoir être refusé. Donc, avec un revenu professionnel, ça devient possible. Suffisant, ensuite, pour pouvoir s'arrêter et réfléchir. Je relisais dernièrement l'an 1, je ne sais pas si vous avez déjà lu ou vu, l'an 1, parmi les premières revendications, dans l'an 1, on s'arrête, on arrête le bazar, on arrête et on réfléchit. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait que tout le monde s'arrête du jour au lendemain, simplement, je suis convaincu qu'autour de vous, vous connaissez forcément des gens qui font des boulots, qui se lèvent le matin et qui ne savent pas vraiment pourquoi ils se lèvent. Donc ils se disent peut-être que quand même, je fais quelque chose qui n'est pas très bien pour la société. J'ai discuté cette semaine avec un papa de l'école qui me disait que sa femme avait bossé dans la publicité et que maintenant elle bossait dans une entreprise qui fabriquait des produits phytosanitaires, engrais, désherbants, chimiques, que du bon pour la nature. Je pense que quelqu'un comme ça, elle serait plutôt intéressée pour s'arrêter et réfléchir. Et je pense qu'on connaît tous des gens comme ça. Avec un revenu suffisant, ça devient possible. On s'arrête et on réfléchit. Et je pense que la société n'y perd pas. Troisièmement, suffisant pour pouvoir questionner notre société. Donc à partir du moment où on a la possibilité de se passer durablement d'emploi, on a la possibilité aussi de questionner les fondements de notre société, qui est une société de surconsommation. Je pense qu'on peut tous tomber d'accord là-dessus. Une société donc de surproduction. Je pense qu'on peut tous aussi tomber d'accord là-dessus. Et une société surtout qui survalorise l'emploi. Donc ce qu'on appelle la valeur travail, moi je le considère comme une survalorisation de l'emploi. Une survalorisation de l'emploi qui consiste à dire que l'emploi est la source exclusive, ou quasi exclusive, de revenus, revenus décents, pour la quasi-totalité de la population, si on met de côté les rentiers. Source exclusive ou quasi exclusive de reconnaissance sociale. Si vous n'avez pas d'emploi, vous n'êtes rien, vous êtes un parasite. Source exclusive ou quasi exclusive d'estime de soi, on vous a dit que vous n'étiez rien. Et source exclusive ou quasi exclusive d'utilité sociale. Ce qui me semble être une totale aberration sociale. Donc du coup, on peut remettre en cause cette construction sociale qui me semble aberrante. Et du coup, ça permet de questionner par rapport au passage de cette survalorisation de l'emploi. Du coup, c'est la cause du chômage comme problème social aujourd'hui dans notre société. S'il n'y avait pas cette valeur travail, cette survalorisation de l'emploi, le chômage, on pourrait le considérer comme il est, c'est-à-dire comme une augmentation du temps libre. Ça soulève du coup plein de questions. D'une part, la question de la justice sociale. Question de justice sociale dans la distribution du travail, donc dans la distribution des tâches, notamment, j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. Et la justice sociale dans la distribution du revenu, parmi nous. Ensuite, ça pose la question du sens de la production. À quoi ça sert tout ce qu'on produit? Est-ce qu'il n'y a pas un tri à faire? Encore une fois, relisez le 1, on arrête le bazar et on fait le tri. Ensuite, ça permet de se poser la question du besoin. À partir du moment où vous avez déjà un revenu inconditionnel suffisant, vous vous dites, est-ce qu'il me faut plus? Et s'il me faut plus, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin et combien est-ce que je vais travailler pour pouvoir m'offrir ce à quoi j'aspire? Aujourd'hui, on ne se pose jamais cette question. Aujourd'hui, de toute façon, voilà, on a un revenu, qui est-ce qu'il est? Et du coup, on va le consommer. Donc se poser la question du besoin et surtout se poser la question du suffisant. Là aussi, une question, André Gorz ne parle pas très bien, mais une question qu'on oublie complètement de se poser. Aujourd'hui, on est dans une société qui dit plus vaut plus. Il faut toujours de la croissance. Il faut produire plus d'année en année. Alors, je n'ai pas dit dans la présentation, je suis objecteur de croissance. Pareil. Je parle du principe qu'il est inutile, absurde et dommage pour la société de chercher à produire plus d'année en année. On ne se pose jamais la question du suffisant, on se dit qu'il faut produire plus d'année en année. On est incapable de se dire à partir de quand ce sera assez. Il y a des tas d'économistes qui ont planché là-dessus. Keynes, par exemple, il a dit bon, voilà, à l'horizon, à la fin, début du XXIe siècle, on aura assez. C'est maintenant. Avant, il y a d'autres auteurs comme
John Stuart Mill, au XIXe siècle, qui dit oh, bientôt, on aura produit suffisamment, on pourra s'orienter, consacrer notre temps à d'autres activités bien plus intéressantes. Voilà. C'était au XIXe siècle. Quand est-ce qu'on va se dire on a produit assez, on a suffisamment? Donc du coup, avec un revenu inconditionnel, de mon point de vue, on peut poser ce type de questions, mais ça ne me semble pas être possible avec un mini revenu inconditionnel. Alors pourquoi se contenter de ce mini revenu inconditionnel? D'autant plus que, et je vais revenir là-dessus, il me semble de toute façon trop faible pour lutter véritablement contre la pauvreté. Du coup, deuxième critique que j'adresse, le financement par création monétaire. Donc création monétaire plutôt que l'impôt. Alors, là aussi que ce soit clair, je ne suis pas contre une réappropriation citoyenne de la création monétaire, même plutôt pour. Je ne suis pas contre non plus la création de monnaie locale complémentaire, même nationale. Je suis plutôt favorable. Mais je me dis financer le revenu inconditionnel par ce biais, ça pose problème. Ça pose problème parce que ça limite d'abord l'effet en matière de réduction des inégalités. Donc, à partir du moment où vous versez 150 € à tous les majeurs, de fait, le revenu de tout le monde va augmenter de 150 €. Ce qui fait qu'en termes d'inégalité, l'écart absolu ne va pas du tout bouger. Tout le monde aura 150 € de plus. En termes relatifs, ça va bouger, mais le montant est tellement faible que ça bouge très peu. Donc du coup, si on souhaite vraiment lutter contre les inégalités, cette mesure, clairement, ne suffit pas. Donc, un revenu inconditionnel financé par l'impôt suffirait. Il contribuerait quand même. Ensuite, ça limite l'effet sur la pauvreté. Ça limite l'effet sur la pauvreté parce que 150 €, finalement, c'est pas énorme. Versé uniquement aux majeurs, ça, Anne l'a très bien dit. Parmi les pauvres en France, on compte énormément de familles monoparentales. On va verser 150 € aux majeurs. C'est des enfants. Ça ne permet pas de répondre de manière efficace au problème de la pauvreté tel qu'on le rencontre aujourd'hui en France. En plus, ça a un impact sur le seuil de pauvreté. Donc on verse un euro franc, 150 € par majeur, le revenu médian va augmenter, le seuil de pauvreté calculé en fonction du revenu médian va augmenter également. Ce qui veut dire deux choses, deux options. Soit les standards dans la société vont évoluer, ce qui fait qu'on va considérer comme pauvres des gens qui sont aujourd'hui au-dessus du seuil de pauvreté. Donc du coup, on va dire qu'il faut avoir plus qu'aujourd'hui pour ne plus être pauvre. Soit, deuxième option, le versement de l'euro franc va entraîner une augmentation des prix. Et s'il y a augmentation des prix, donc il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat, du coup on était pauvre avant l'euro franc, on reste pauvre après l'euro franc. Si j'ai bien compris, c'est une option qui est écartée par Nouvelle Donne, parce que j'accepte volontiers. Simplement, donc l'autre alternative, c'est que l'euro franc va permettre de stimuler l'activité économique. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis objecteur de croissance. On va chercher la croissance. Quel est l'intérêt? À quel prix on va chercher cette croissance? À quel prix écologique? On est tous conscients, j'imagine, de ça. À quel prix géopolitique? Parce qu'évidemment, derrière, ça pose aussi des problèmes. Et à quel prix en termes de justice globale? Combien de temps encore on peut dire on va rechercher la croissance, on va chercher à s'enrichir au détriment de tout le reste de la planète? Parce que clairement, il faut garder à l'esprit que notre croissance se fait au détriment de tous les autres humains, en termes de consommation de ressources, en termes de dérèglement climatique, etc. À quel prix donc et à quoi bon? À quoi bon, sachant que alors, je fais partie de ceux qui considèrent que la croissance est un jeu à somme négative. J'ai traduit un livre d'un économiste trop méconnu, malheureusement, anglais qui s'appelle Fred Hirsch, qui a écrit un livre dans les années 70 qui s'appelle Social Limits to Growth, les limites sociales de la croissance, où il explique ça très bien. Il dit, passer un certain seuil de richesse, la croissance, l'économie quitte l'économie matérielle pour arriver sur l'économie positionnelle. Le principe de l'économie positionnelle, c'est que nous achetons des choses uniquement donc, dans une logique positionnelle, donc pour gagner de standing, si vous voulez, pour gagner des places par rapport aux autres. L'objectif, c'est d'avoir plus que les autres. Et dans ce type d'économie, on peut grappiller des places à titre individuel, mais toutes les places qu'on grappille, c'est au détriment des autres. Il prend une image très parlante, il prend l'image de la salle de concert. Donc, dans une salle de concert, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il peut arriver qu'on se retrouve derrière quelqu'un qui est plus grand que soi. On ne voit pas la scène.
fort heureusement, on peut se mettre sur la pointe des pieds. Donc, on se met sur la pointe des pieds, mais en se mettant sur la pointe des pieds, celui qui est juste derrière ne voit plus la scène. Du coup, il se met également sur la pointe des pieds, et à la fin du processus, tout le monde se met sur la pointe des pieds, et personne ne voit mieux qu'au début. Sauf qu'on a tous des crampons. Et la croissance, c'est exactement ça. On essaye tous de dépasser les autres, on s'épuise tous pour dépasser les autres, notamment en travaillant beaucoup trop, et arriver au niveau global. Alors, au niveau individuel, encore une fois, il y en a qui grimpent sur les épaules des autres, etc. On peut voir mieux. Mais au niveau global, il n'y a pas de gain. En termes de bonheur, il n'y a pas de gain, d'ailleurs, c'est ce qu'on trouve. Le paradoxe historique, le paradoxe de l'abondance. Il n'y a pas de gain en termes de bonheur. Donc, à quoi bon essayer de produire toujours plus? À quoi bon essayer de stimuler l'activité économique? J'ai fait le tour, je crois, sur l'euro-franc. Je suis perdu du coup, mais... Du coup, oui, à partir de cette critique donc de la dimension positionnelle de l'économie, d'où l'importance de poser la question du partage du gâteau, de poser la question du suffisant, à partir de quand on dit on s'arrête, on a suffisamment, et de poser la question de la richesse. Est-ce qu'il faut chercher à produire plus ou à avoir davantage de temps, et de temps libéré, notamment libéré du travail, enfin de l'emploi et de la consommation? Du coup, j'arrive à la question de la réduction du temps d'emploi. Sur la proposition de temps d'emploi, alors je serai moins critique que sur la proposition d'euro-franc. Je formulerai simplement un oui, mais. Donc, je suis favorable à la semaine de 4 jours, mais 4 jours, c'est beaucoup trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je n'ai pas travaillé longtemps à plein temps, puisque je me sentais vraiment incapable. Aujourd'hui, je travaille beaucoup moins. Et imaginez travailler 4 jours, je me dis que ce serait beaucoup trop. Je pense notamment à tous ceux qui sont à 60%, tous ceux qui sont à mi-temps et qui ont la chance de jouir de week-end de 4 jours, ou plus. Eh bien, essayez. Franchement, ça change la vie. 4 jours, à mon sens, on ne met pas suffisamment en cause la valeur travail. J'y reviendrai, mais à mon sens, on ne met pas suffisamment en cause la valeur travail. Avec 4 jours et demi de week-end, je vous garantis, la vie change. Les activités changent. La place de l'emploi, enfin, clairement, on remet l'emploi à sa place. À sa juste place, à mon sens. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on raisonne à revenu constant, donc on dit 32 heures payées 35, alors c'est 32 ou 28 32 heures, encore plus. 32 heures payées 35, de fait, on ne peut pas proposer une réduction du temps d'emploi, dire par exemple 22 heures pour tous, payées 35. Ça n'est pas possible. Du coup, de fait, à partir du moment où on raisonne à salaire constant, dans tous les cas, on se heurte à des limites en termes de baisse possible. Du coup, autre problème avec cette histoire de salaire constant, autre problème, c'est que très vite, ça devient un jeu de dupe. Ça devient un jeu de dupe parce qu'on s'appuie sur les gains de productivité. Gains de productivité passés qui ont été captés par le capital et gains de productivité futurs parce qu'on se dit, comme on a pu observer avec les 35 heures, le passage de 35 heures, on passe moins de temps au boulot et donc du coup on est plus efficace dans le temps qu'on passe au boulot. Donc on gagne en productivité. Donc c'est un jeu de dupe de mon point de vue puisque d'une part, ça va s'accompagner en toute logique d'une intensification du travail, davantage de stress, moins de qualité au travail, et en plus, quel temps libre ça nous laisse. Alors ça, en plus, je tire l'argument d'un ouvrage de Pierre Leroux, qui se sert de l'argumentaire de Ford. Donc, Ford disait, on a des gains de productivité, on arrive à produire vachement plus qu'avant, simplement les gens n'ont pas le temps de consommer. Du coup, il faut augmenter le temps libre pour qu'on puisse écouler la production, écouler le surcroît de production. Et qu'est-ce que c'est que ce temps libre? En gros, c'est prolonger autrement notre travail de producteur-consommateur. On va gagner un peu, grignoter un peu du côté de notre temps de production pour pouvoir avoir davantage de temps de consommation. Est-ce que c'est ça, véritablement, qu'on cherche dans le temps libre? Alors, d'abord, je parle de mon expérience personnellement, faire des courses, faire des achats,
d'achat, c'est pas ce qui m'éclate le plus. J'imagine que c'est un sentiment qui est généralement partagé. Je me dis, si on doit chercher un temps libre, ça doit être un temps libéré de la production et de la consommation pour faire des tas d'autres choses qu'on oublie de faire aujourd'hui, qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui, notamment entretenir le lien social, par exemple. Donc, ça m'aide aussi à questionner la richesse. Enfin, je sais pas si dans un des livres, mais je m'appuie notamment sur l'idée de devoir d'achat, qui fait qu'on peut véritablement considérer notre rôle de consommateur comme un travail. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, on s'inquiète de la baisse de la consommation au Japon. Les Japonais cessent de consommer, consomment moins qu'avant, et on se dit c'est la crise. On voit bien qu'on a tous un devoir d'achat. Il faut quand même écouler la production, et à mon sens, ça n'est pas non plus très simple. La troisième remarque sur la réduction du temps d'emploi, quelle est la logique qui est derrière? Est-ce que c'est travailler moins pour travailler plus? Et il me semble que c'est ça, la logique qui est proposée par Nouvelle Donne. Et ça me pose problème. Ça me pose problème parce que derrière, quelle remise en cause de la valeur travail il y a? Si on dit travailler plus pour travailler moins, on reste dans le mythe de l'emploi épanouissant. On se dit tout le monde doit avoir droit à un emploi parce que c'est là que ça se passe, parce que c'est là qu'on s'épanouit, c'est là qu'on a une activité qui le rend plaisante, c'est là qu'on a une activité qui est reconnue par la société, etc. Et c'est ça précisément qu'il faut remettre en cause. C'est le monopole, quasi-monopole de l'emploi, comme source de reconnaissance sociale, d'utilité sociale, etc. Parce que je mets de côté l'épanouissement personnel, je suis convaincu là aussi que pour l'écrasante majorité des travailleurs, l'épanouissement personnel, il n'y est pas. Alors on peut dire oui, mais l'emploi c'est pas si pire parce qu'on a des collègues sympas, ou qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ouais, on a des collègues sympas. Mais les collègues sympas, on peut les trouver dans des tas d'autres contextes vachement plus sympas pour le coup. Donc il n'y a pas d'obligation de survaloriser l'emploi comme on le fait, et de se dire tout le monde doit absolument avoir droit à un emploi. On cautionne à ce moment-là aussi tout le discours sur le droit à l'emploi, le droit au travail, en omettant complètement l'histoire de ce droit au travail. Le droit au travail, à l'origine, c'est un devoir de travail. C'est une manière très douce de dire tout le monde au boulot. Tout le monde au boulot. Historiquement, on a reconnu le droit au travail simplement pour pouvoir plus facilement condamner les indigents. Historiquement, on dit, puisque tout le monde a la liberté de travailler, ceux qui décident de ne pas travailler sont responsables. On peut légitimement les condamner. C'est un devoir de travail. Et donc, du coup, à partir du moment où on dit on travaille moins pour pouvoir tous travailler, à mon sens, on cautionne aussi cette logique-là. Du coup, moi, je serais plutôt de ceux qui disent on travaille tous pour travailler moins. Donc l'objectif change. Donc on se dit il faut travailler moins. Quel objectif on se donne dans la société? On travaille moins. Et à ce moment-là, si on dit on travaille moins, c'est pas avec une réduction du temps de travail, du temps d'emploi à partir de gains de productivité, c'est à partir d'une réduction du temps d'emploi, à partir d'une baisse de la consommation et de la production. On dit quels sont les emplois, quelles sont les tâches, quelles sont les heures travaillées qu'on va supprimer, qu'on va détruire. On arrête le bazar et on fait tout. Dernière note positive quand même sur cette proposition de semaine de 4 jours. Je suis convaincu, donc là je partage cette proposition, je suis convaincu qu'il faut absolument mettre en place un plafond pour limiter les heures travaillées, et un plafond le plus bas possible. Donc, que ce soit quel soit, je serais pour une réduction même à la semaine de 4 jours, mais il faut absolument un plafond parce que sans plafond, on laisse la compétition positionnelle s'envoler. Donc c'est notamment ce qu'explique Juliette Shaw, une américaine qui a écrit le travail, l'américain surmené, c'est ça la traduction française, où on voit qu'aux États-Unis, il y a une inversion de l'accord. Logiquement, il y a une tendance à la baisse du temps d'emploi. Aux États-Unis, depuis une vingtaine d'années, ça augmente. Et pourquoi ça augmente? Parce qu'ils sont en plein dans une compétition positionnelle. Quand on nous a parlé du travailler plus pour gagner plus, c'était exactement la même compétition positionnelle qu'on nous a annoncée. Il faut absolument borner, mettre un plafond pour être sûr de ne pas rentrer dans cette logique-là. Par contre, c'est pas suffisant. Mettre un plafond, c'est pas suffisant parce qu'en plus, il faut pouvoir limiter strictement les heures supplémentaires, le recours aux heures supplémentaires. Et je me suis perdu à nouveau. Et réduire les inégalités salariales. Donc toujours pour essayer de contenir, réguler la compétition positionnelle. Et donc c'est là-dessus que je m'appuie pour mes deux propositions alternatives et complémentaires. En quelques mots. D'une part, le revenu inconditionnel. Donc verser un revenu à tous sans condition
long de la vie et un revenu suffisant. Donc suffisant pour être une véritable mesure de transformation sociale, pour questionner la société, etc. Financé par l'impôt, par ailleurs, pour pouvoir réduire les inégalités. Donc dans le cadre d'une politique de revenu. Non seulement on donne à tous un revenu suffisant, mais en plus on finance en prenant du côté des plus hauts revenus, avec un impôt progressif. Ensuite, deuxième proposition, je vais vite sur cette première proposition. Deuxième proposition, un droit inconditionnel au temps partiel choisi. Droit inconditionnel au temps partiel choisi qui a deux objectifs, qui permettrait déjà, qui participerait déjà d'une revalorisation du temps libéré. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que, c'est notamment tout ce qui est sorti des débats sur les 35 heures, on a tendance à considérer que le temps libre vaut que si on a de l'argent à consacrer. Ce qui est absurde. Il y a des tas de choses gratuites qu'on peut faire dans le temps libre et qui sont super précieuses, qui sont créatrices de richesse. Revalorisation du temps libre et donc droit inconditionnel au temps libéré. C'est l'idée qu'on doit pouvoir demander à passer à temps partiel sans craindre un refus, sans avoir à justifier. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous cherchez à passer à temps partiel, vous allez devoir aller voir votre employeur qui a toute possibilité de vous dire non. À deux exceptions près, quand vous avez des enfants en bas âge, donc moins de 3 ans, là c'est de droit, ou quand vous êtes en création d'activité, quand vous créez une entreprise. Mais sinon, si vous voulez juste passer à temps partiel pour avoir la chance de faire la sieste un peu plus longtemps, ou de faire des grasses maths, ou de vous livrer aux activités de votre choix, c'est pas possible. Ou alors, il faudra le préciser dans votre demande. Donc, ce que je défends avec quelques collègues avec lesquels on a écrit d'autres livres, je ne sais pas si vous avez dit qu'il y avait on a créé un collectif qui s'appelle la coopérative d'activité. Alors ça c'est gratuit, on prend autant que vous voulez, diffuser autant que vous voulez, on en prend plein dans le sac, coopérative d'activité, où on dit qu'on doit pouvoir revendiquer notre inactivité pour accéder au temps partiel. On doit pouvoir dire, bah non, c'est pas pour faire des futurs travailleurs que je voudrais passer à temps partiel, c'est pas pour créer davantage d'activités économiques que je voudrais passer à temps partiel, c'est parce que j'aime bien regarder les fleurs ou autre, peu importe, j'ai envie de maîtriser mon temps. Donc c'est une politique de temps choisi. Ceci dit, alors pour que ce soit un droit effectif et également réparti, il faut à nouveau réduire les inégalités salariales. On s'aperçoit de fait aujourd'hui, si vous regardez les temps partiels choisis, on est plutôt du côté des hauts revenus, enfin des revenus supérieurs aux revenus moyens, où les smicards sont rarement à temps partiel choisi. Il faut bien le reconnaître. Du coup, pour faciliter l'accès de tous au temps partiel choisi, ce qu'on propose également, c'est un système de cotisation progressive. Donc aujourd'hui, on a un système de cotisation sociale qui est proportionnel. Ce qui me semble pas juste. J'imagine qu'on est tous favorables à l'impôt progressif. Ici, comment ça se fait que les cotisations sont proportionnelles? Donc pas du tout redistributif. Ça me semble pas juste. Du coup, je vous propose un système de cotisation sociale progressive avec deux types de progressivité. D'une part, une progressivité en fonction du salaire horaire, donc qui ferait augmenter de fait le SMIC net. Donc ceux qui ont des très hauts salaires horaires paieraient davantage de cotisations salariales, et ceux qui ont un salaire au niveau du SMIC paieraient moins de cotisations salariales. Augmentation du salaire net. Et ensuite, on propose une cotisation patronale progressive en fonction du temps d'emploi. En se disant, puisque de fait, quand on réduit le temps d'emploi, on est plus productif, l'employeur peut payer davantage pour un employé à temps partiel. Et donc du coup, on crée une sorte de prime au temps partiel. Vous passez à temps partiel, vous subissez une baisse de revenus, donc conforme à vos objectifs de décroissance, vous subissez une baisse de revenus, vous acceptez de réduire votre consommation, mais vous subissez une baisse de revenus moindre que votre baisse de temps d'emploi. Donc du coup, ça crée une incitation à réduire son temps d'emploi, ça crée une désincitation à l'augmenter et à rentrer dans la course à l'échalote de la compétition positionnelle, et ça peut être porteur également d'une transformation sociale. Et l'intérêt que je vois notamment à cette mesure, c'est que c'est ce qui permet, à mon sens, d'être une mesure transitoire qui mène au revenu inconditionnel. Parce que derrière ça, à partir du moment où on met en place une prime au temps partiel, on vient revaloriser à nouveau le temps libéré. Et une fois qu'on a reconnu que dans le temps libéré, il y a des tas de choses qui se passent et qui sont particulièrement importantes pour la société, on a fait un pas supplémentaire en direction du revenu inconditionnel. Je m'arrête.
que ça décoiffe. Donc, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Non, Olivier, toi, rien ne peut te décoiffer. J'avais oublié de vous dire quelque chose de très important, c'est que Baptiste a écrit un livre. Non, je plaisante. Et donc, je l'ai lu, et effectivement, ça gratte là où ça fait très mal. Donc, il faut être assis pour le lire, parce que sinon, des fois, on s'assoit, on se dit, oh là là. Et puis finalement, bah, si, c'est une version très intéressante. Je lance un appel à notre secrétaire national, à notre coprésidente, aux membres du bureau national. Ce serait bien d'avoir Baptiste Milondo, journée d'été de Nouvelle-Donne. C'est pas parce que Nouvelle-Donne, on n'a pas d'argent. C'est du temps libre. Donc il va falloir viser pour que ça tombe pile sur les 2 jours où Baptiste travaille. Il n'y a pas de il n'y a pas d'argent. Maintenant, alors j'ai vraiment hâte de vos questions. J'imagine que vous fourmillez de questions sur le revenu complémentaire. Je voudrais bien, je n'oublie pas. Sur le revenu complémentaire, je passe la parole à Jean-Marie, qui va nous raconter toutes les solutions de Nouvelle-Donne que nous proposons.